Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémence Perronnet et je suis sociologue. Et ça signifie pour moi que dans mon travail de recherche en sociologie, j'essaye de comprendre la société. En fait, j'essaye de comprendre pourquoi certaines et certains d'entre nous vont aimer les sciences, les maths, l'informatique, la physique, la biologie, se passionner pour ces disciplines, faire des études, faire carrière, alors que d'autres personnes, au contraire, ne vont pas du tout s'y intéresser, voire vont développer du dégoût, de la crainte, ou vraiment du désintérêt pour ces matières, se persuader qu'ils ou elles, ils sont toujours nuls. Comment ça se fait qu'on se répartit comme ça dans une catégorie ou dans l'autre? Et comment ça se fait qu'il y a quand même de grandes régularités sur ces deux groupes-là? Et aujourd'hui, je vais vous parler en particulier, bien sûr, des régularités qui sont liées au fait d'être une fille ou un garçon, un homme et une femme. Et donc, on va parler des inégalités de genre devant les sciences. Donc pour tout ça, je voulais commencer par, comme mes collègues l'ont fait, nous rappeler pourquoi c'est si important qu'il y ait des femmes et qu'il y ait des filles dans les études et dans les carrières scientifiques. Et on l'a déjà dit, bien sûr, la question n'est pas de savoir s'il faut qu'on aille toutes et tous vers les sciences. Les sciences, ce n'est pas plus important dans l'absolu, ce n'est pas plus fondamental pour nos sociétés que la littérature, que les arts, que le soin. Donc il ne s'agit pas de donner une valeur trop importante à ces disciplines-là. Et en même temps, il s'agit de les regarder sans naïveté et de savoir, et vous le savez, je le sais, qu'actuellement, dans notre société, dans notre école, on n'attribue pas la même valeur aux disciplines, à la musique, au sport, aux mathématiques, au français. Tout ça, ce sont des matières qu'on fait, mais qui n'ont pas exactement la même valeur dans nos parcours, tout simplement parce qu'il y a des disciplines et des matières qui, si vous les suivez jusqu'au bout, vont vous permettre d'accéder à des postes à responsabilité dans des situations de pouvoir, mais aussi dans des situations où on a un meilleur salaire, un rôle plus valorisé dans la société, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres disciplines. Donc il faut se rendre compte de ces deux choses-là. Dans l'absolu, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de choix qui ont plus de valeur que d'autres, mais dans la société dans laquelle on vit en ce moment, toutes les matières, toutes les disciplines n'ont pas le même statut. Et si on regarde ça en face, on connaît bien le pouvoir symbolique, mais aussi économique des disciplines scientifiques. Et donc à partir de cette situation qu'on peut déplorer, qui est assez injuste, mais qui est ce qu'elle est aujourd'hui, il s'agit de voir comment les hommes et les femmes peuvent être un peu plus égaux face à tout cela. Et on a parlé déjà des enjeux qu'il y a à ce qu'il y ait plus de femmes en sciences. Bien sûr, il y a d'abord cet enjeu d'égalité, de justice sociale. Il y a des situations, il y a des disciplines qui permettent d'avoir plus de pouvoir, plus d'argent, plus de reconnaissance. L'idée est que quand même tous les citoyens et les citoyennes aient les mêmes chances d'accéder à ces situations. Il y a cet enjeu de justice. Il y a bien sûr aussi un enjeu proprement scientifique, et on vient d'en parler. Le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans les disciplines scientifiques, le fait qu'il n'y ait pas de femmes en technologie, dans le numérique, c'est un véritable problème parce que ça nous amène à produire des savoirs et à produire des objets faits par les hommes pour les hommes, et ça crée des grandes difficultés en médecine, en technologie. Ça nous produit des savoirs qui sont incomplets. Donc il y a un enjeu pour les femmes à aller vers les disciplines scientifiques pour cette raison-là également. Comme point de départ, je voulais faire la synthèse de toutes ces inégalités dont on a parlé jusqu'à présent. On vous a déjà donné des chiffres et je voulais les résumer en 3 grandes tendances qui permettent de comprendre un peu en un coup d'œil la situation actuelle des femmes dans les carrières et puis dans les métiers scientifiques. Il y a une façon simple, au final, de décrire ce qui se passe quand on est une femme dans les filières et les carrières scientifiques, c'est la métaphore du tuyau percé. Alors cette image du tuyau percé, en fait, on l'utilise pour dire que, comme s'il y avait un tuyau qui va du tout début des études scientifiques à la fin à des postes prestigieux et à responsabilité, et c'est comme si ce tuyau était percé, et les filles sont là au début, et puis petit à petit, elles disparaissent. Comme vous l'avez sur cette illustration, et j'en profite pour remercier Léa Toitou qui fait les illustrations que j'ai utilisées pour ce PowerPoint et qui illustre depuis plusieurs années cet événement-là. Donc le tuyau percé, c'est ce qu'on vous a dit déjà, c'est cette idée que on est à peu près à parité en fait au début du lycée, et puis plus on avance et plus on va vers les études supérieures dans les disciplines scientifiques, moins il y a de filles. Donc là où, alors avant la réforme, on était quasiment à parité dans les terminales scientifiques, on n'est plus qu'à entre 25 et 27%
quand on passe à l'université, notamment dans les filières pour devenir ingénieur ou pour faire des sciences fondamentales comme les mathématiques ou l'astronomie. Et puis quand on monte encore un peu et quand on regarde qui continue et devient enseignante-chercheuse en maths, en astronomie ou en informatique, bah là on chute encore avec plus que entre 15 et 25% de femmes. Donc il y a ce tuyau percé, plus on avance, plus les filles et les femmes disparaissent. C'est la première grosse tendance. La deuxième grosse tendance pour expliquer ce qui se passe avec les femmes en sciences, en fait vous la connaissez déjà parce qu'elle ne s'applique pas uniquement en sciences, c'est cette image du plafond de verre. Cette idée que les progressions hiérarchiques des femmes sont bloquées davantage que celles des hommes et que plus on monte dans les responsabilités, moins il y a de femmes, même si elles sont présentes au début. Ça vaut pour quasiment tous les domaines, ça vaut en politique, ça vaut dans toutes les disciplines, à l'université. Donc là, je vous ai mis les chiffres pour toute l'université, et pas seulement pour les sciences formelles ou les sciences de la matière, en fait, pour tous les secteurs du savoir. Bah là où jusqu'au master, c'est-à-dire jusqu'au bac plus 5, les filles et les femmes sont majoritaires, et bah après, encore une fois, plus on avance et moins on a de femmes. Donc vous voyez qu'on perd un peu entre le bac plus 5 et la thèse, le doctorat. On perd encore un petit peu quand, après la thèse, on devient enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse. Et en fait, il y a 2 grades dans le métier de professeur à l'université, un premier et un deuxième. Et vous voyez qu'entre les deux, on perd encore, puisque s'il y a 42% de femmes parmi les enseignantes-chercheuses, au deuxième grade, elles sont plus que 32%. Et puis enfin, ce qui reste vraiment un bastion masculin, c'est la présidence, c'est les postes de pouvoir et de direction dans les universités. Donc dans les disciplines scientifiques, toutes disciplines confondues, on a cet effet de blocage, de perte de femmes à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. Et enfin, dernière image pour décrire la position des femmes en sciences, c'est celle, cette fois-ci, de la paroi de verre. C'est un peu le même principe que le plafond, mais ça montre que les écarts ne sont pas seulement liés à la hiérarchie et au fait de monter, mais qu'il y a aussi en fait des secteurs qui sont très masculins, dans lesquels les femmes ont beaucoup de mal à rentrer. Ces secteurs, ce sont notamment tous les secteurs du numérique et de la technologie qu'on a déjà évoqués. C'est quand même surprenant de se rendre compte que les grosses entreprises qui actuellement ont le plus de pouvoir dans les technologies et le numérique, comme Apple, comme Facebook, Google ou Twitter, eh ben, elles emploient 70% d'hommes, et ça, c'est en comptant tout le monde, c'est-à-dire pas seulement ceux qui font la technologie, ça compte aussi les personnes qui font les ressources humaines, ça compte aussi le personnel administratif. Il y a malgré tout que 30% de femmes dans tout ce personnel, et encore moins chez les personnes qui prennent des décisions sur les technologies qu'on crée. Ce qui est important, c'est de savoir que tout ça ne va pas en s'arrangeant, parce qu'on a l'impression parfois qu'il va suffire d'attendre et que, allez, dans 10-20 ans, le problème sera réglé. En fait, pas du tout, parce qu'on a ces fameux secteurs très masculins pour lesquels on a une régression depuis quelques décennies. C'est le cas de l'informatique, par exemple. En informatique, on n'est pas du tout sur une pente favorable aux femmes. Au contraire, en fait, entre les années 80 et les années 90, on a vu une disparition de la part des femmes en informatique, là où au début on avait presque une mixité dans le domaine informatique. Plus cette discipline a pris de l'importance dans nos vies, plus elle est devenue aussi un moyen d'avoir des carrières valorisées et plaisantes, moins il y a eu de femmes. Et aujourd'hui, depuis les années 90, on a moins de 20% de femmes en informatique et c'est resté comme ça. Donc il y a vraiment des champs du savoir où on n'est pas du tout dans une amélioration et au contraire, on est dans une dégradation et un recul léger mais progressif de la part des femmes. Ça vaut pour l'informatique et ça vaut pour les mathématiques également. Donc voilà le résumé du constat sur la position actuelle des femmes dans les sciences. Donc comme vous le voyez, non seulement c'est une position qui est très minoritaire, mais en plus on n'est pas forcément dans une dynamique d'amélioration. Bien sûr, la question qu'il faut aborder maintenant, c'est l'explication. Pourquoi est-ce qu'on a cette place actuelle des femmes dans les sciences? Comment ça se fait? Et moi, ce qui me semble très important, c'est vraiment qu'on se débarrasse de plein d'explications qui reviennent tout le temps et qui pourtant sont vraiment fausses. Donc la première étape, c'est de les mettre de côté. Bien sûr, il y a l'explication naturelle. Ça serait dans nos cerveaux. Alors parfois c'est nos cerveaux, parfois c'est nos gènes, parfois c'est nos hormones. En tout cas, ça serait dans nos corps. Il y aurait quelque chose qui ferait qu'on serait, quand on est une femme, moins capable, moins performante en matière de sciences. Je pense que vous avez tout entendu cette histoire, comme quoi les femmes seraient moins capables de se repérer dans l'espace, incapables de lire une carte, incapables de suivre un GPS, etc.
Ça revient constamment, cette volonté d'expliquer ça par la biologie. C'est intéressant que ça revienne si souvent. Alors, il y a quelques années, j'avais vu quelque chose comme quoi la compétence en maths était liée aux hormones de la mère pendant la grossesse. Là, c'est vraiment pas de bol, quoi. Si votre mère a les bonnes hormones, c'est bon, vous allez être une craque, sinon raté. On n'arrête pas d'essayer d'expliquer tout ça comme ça, alors que depuis les années 80 au moins, on sait que ça ne marche pas et on sait que ces explications-là, naturalisantes et biologiques, sont fausses. Il y a eu des enquêtes menées notamment par des scientifiques américaines qui ont étudié toutes ces explications-là, les cerveaux, les gènes, l'hypothèse hormonale, etc., et qui ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre tout ça et les compétences scientifiques. Donc c'est très important de se débarrasser de tout ça. Il n'y a pas une nature, la bosse des maths n'existe pas, au sens où on n'est pas prédéterminé à réussir ou à échouer dans les sciences. La deuxième explication qu'il faut mettre de côté aussi, c'est celle des compétences, cette idée que oui, mais bon, si les filles sont un peu moins bonnes en maths, on va quand même pas leur donner des places juste pour être gentilles. C'est quelque chose qu'on entend aussi. En réalité, et mes collègues l'ont dit également, en réalité, quand elles font des sciences au lycée et même post-bac, en général, les filles réussissent un tout petit peu mieux que les garçons. Donc il ne s'agit vraiment pas d'un problème de compétences. Quand elles y sont, les filles et les femmes en sciences, elles réussissent aussi bien et même parfois mieux que les garçons. Donc il ne s'agit pas en fait d'aller chercher des filles qui seraient moins bonnes que leurs camarades masculins, ce n'est pas ça l'enjeu. Il s'agit plutôt de se poser la question de, à compétences égales, voire même à légère réussite supplémentaire des filles, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas dans les filières suivantes? Et ça m'amène à une question beaucoup plus difficile qui est celle du goût, qui est, mais et si les filles, tout simplement, elles n'aimaient pas ça, ou elles aimaient moins ça? Et on va quand même pas forcer les gens à aimer ce qu'ils n'aiment pas, et on va quand même pas dicter qu'il faut aimer les maths ou aimer la physique plutôt qu'autre chose. Et ça, je trouve que c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'on arrive à quelque chose qui est très intime et qui est très personnel, cette question du goût. Et là, l'important, c'est de bien comprendre que nos goûts, ce qu'on aime, ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, c'est pas quelque chose qui nous est naturel, qui était en nous au départ, qui nous prédestine. C'est quelque chose qu'on apprend petit à petit, par notre éducation, par notre expérience, par toutes les rencontres qu'on fait et tout ce qu'on voit autour de nous. On apprend à aimer les choses et on apprend à en détester d'autres. Et ce qui se passe, comme vous le comprenez, c'est que globalement, les jeunes filles et les femmes apprennent davantage à ne pas aimer les sciences et à apprécier et à se diriger vers d'autres domaines. Et donc c'est tout cet apprentissage qu'il faut questionner. Ce sont tous ces mécanismes-là par lesquels on apprend à ne pas aimer les sciences, alors qu'une autre catégorie de la population, principalement des garçons, apprend, elle, à les aimer. Au bout du compte, ce qui est le plus convaincant pour expliquer pourquoi il y a si peu de filles et de femmes en sciences, c'est les attitudes vis-à-vis de ces filières et de ces carrières. Alors comme vous l'avez sur un graphique comme ça, vous voyez que le regard que les filles et les garçons portent sur leur performance en maths, dans ce cas-là, n'est pas le même. Vous voyez que les filles ont plus tendance à dire qu'elles ne sont pas bonnes en maths. Elles vont aussi plus avoir tendance à dire qu'elles ne comprennent pas les aspects les plus difficiles ou que même si elles travaillent beaucoup, elles n'y arriveront pas. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez des résultats comme ça, alors même que les résultats bruts sont les mêmes. Donc, à compétences égales, les filles vont avoir l'impression d'être moins bonnes, de moins réussir, d'être davantage en difficulté. Et des résultats comme ça nous amène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que le problème principal, c'est le problème de la perception des capacités et de la confiance en soi. Ce qui différencie principalement les filles et les garçons dans les filières et les métiers scientifiques, c'est cette croyance en son potentiel, cette croyance en ses capacités et en ses réussites. Donc oui, il y a un souci sur la confiance en elles-mêmes des jeunes filles et des jeunes femmes. Et en même temps, moi, ça me dérange vraiment beaucoup quand on parle comme ça de cette confiance en soi et quand on s'arrête là et quand on dit juste « allez, il faut avoir confiance ». Et c'est pour ça que je voulais vous proposer une petite question supplémentaire qui est « oui, mais pourquoi elles n'ont pas confiance, les filles? Pourquoi on a tant de mal, en tant que femmes, à croire en nos capacités, à se convaincre qu'on peut y arriver ?» Et donc c'est cette question-là que je voudrais garder maintenant, c'est « mais qu'est-ce qui fait perdre confiance ?» Parce que c'est une perte de confiance à un moment. Ça se passe, on le situe, ça se passe à peu près au collège. La perte de goût et la perte de confiance, elle intervient là. Et c'est ça que je voulais questionner maintenant. Comment ça se fait
qu'on n'y croit plus, et comment ça se fait qu'on perd confiance. Pour ça, je voudrais parler des mécanismes qui font perdre cette confiance aux jeunes filles en leurs capacités et qui les excluent progressivement des sciences. Et je voulais commencer par vous parler un petit peu d'histoire, pour qu'on se rappelle qu'il y a une bonne raison à ça. On a des siècles d'histoire derrière nous qui nous disent que les femmes n'ont pas à se mêler de vie intellectuelle et de savoir. Et ça, c'est au fondement même de notre éducation. Je vous ai mis deux exemples qui sont assez intéressants parce qu'il s'agit de deux grands hommes de l'histoire de France qui ont été, Camille C, le premier, et Jules Verne, le deuxième, des grands porteurs de la culture scientifique et du progrès scientifique en France. Camille C, c'est lui qui a porté la loi pour ouvrir les lycées aux jeunes filles. On peut se dire super, c'est lui qui a permis aux jeunes filles d'être scolarisées au lycée alors qu'avant, elles n'y allaient pas. On voit néanmoins que tout de suite, ces intentions n'étaient peut-être pas aussi louables qu'on pourrait le croire aujourd'hui. Car oui, on envoie les jeunes filles au lycée, mais, comme il le dit, il ne s'agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d'élever leurs enfants et de tenir leur ménage, ni de les transformer en savants, en bas bleus, en ergoteuses. Il s'agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a prodigués pour les mettre en état de mieux remplir les devoirs sérieux que la nature leur a imposés. Et Jules Verne, de la même façon, qui inaugure un lycée. Alors imaginez, Jules Verne, grand homme, vient accueillir les lycéennes du lycée d'Amiens qui inaugurent leur lycée, et il leur dit quand même, au cas où elles auraient un peu trop d'ambition, prenez garde de ne pas vous égarer en courant dans le domaine scientifique, et puissiez-vous, en sortant du cours de chimie générale, savoir confectionner un pot-au-feu. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que quand on a commencé à accueillir les filles à l'école et à les éduquer, c'était pas tout à fait dans l'optique d'en faire les égales des hommes, c'était plutôt dans l'optique d'en faire des meilleures ménagères, des meilleures épouses et des meilleures mères pour les hommes. Finalement, en dessous, l'idée c'était que si les hommes sont de plus en plus éduqués, ça serait bien qu'ils aient des femmes qui soient pas trop bêtes et qui ratent moins leur pot-au-feu. On voit qu'on est quand même loin de l'idée de créer des femmes prix Nobel de médecine, comme Françoise Barré-Sinoussi. Donc on a cette histoire, j'ai pris deux exemples, mais le fait est qu'il y en a des milliers. Le fait est que la majorité des personnes qui sont les grands hommes de l'histoire de France, non seulement sont des hommes, mais en plus sont des hommes sacrément misogynes qui ont lutté contre la présence des femmes dans le champ intellectuel et dans le champ scientifique, et qui ont lutté pour les maintenir dans cette sphère privée. Il ne faut pas l'oublier parce qu'à l'école notamment, ça fait moins de 50 ans qu'on enseigne la même chose aux filles et aux garçons. Et vu comme ça, peut-être qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi c'est si difficile. Ça fait moins de 50 ans qu'on se dit qu'au moins dans les programmes, il faut qu'on enseigne la même chose et qu'on a abandonné cet objectif pot-au-feu. Ça fait pas si longtemps. Et l'histoire, cette histoire qui nous guide et qu'on rencontre au quotidien dans nos rues, dans le nom de nos lycées, il y en a peut-être parmi vous qui sont dans des collèges ou dans des lycées Fénelon. Fénelon est un grand homme qui était persuadé que les mathématiques desséchaient les femmes et que c'était très mauvais pour elles parce qu'après elles ne pouvaient plus faire d'enfants. On est entouré comme ça de cette histoire-là, et cette histoire nous envoie un message clair qui est « les femmes ne sont pas censées se mêler de science et elles n'y ont pas leur place ». Tout ça, c'est quelque chose qui est très lourd et on voit bien qu'on ne va pas pouvoir s'en débarrasser en quelques années et c'est pour ça que ça prend autant de temps. De plus, ce n'est pas uniquement des phénomènes historiques, il y a aussi des choses très concrètes. Et je trouve qu'on l'a bien vu aussi dans la vidéo qu'on vient de voir. Concrètement, être une femme en sciences, même si on a toute la confiance en soi, même si on croit en ses capacités, eh bien c'est difficile parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des embûches, parce qu'il y a des hommes qui viennent vous dire que vous n'avez rien à faire dans la recherche et que vous n'y ferez jamais rien. Tout récemment, pour pas qu'on croie aussi que c'est seulement du passé, pour pas qu'on croie que ça n'a concerné que les pionnières, on a eu cette enquête notamment sur les femmes qui travaillent dans la tech, dans la Silicon Valley, pour toutes les grosses entreprises. C'était en 2016. Les résultats de l'enquête auprès de ces femmes qui sont au cœur en fait, des métiers scientifiques et technologiques, c'est que 88% d'entre elles se sont retrouvées dans une situation où un client ou un prestataire s'adressait à leurs collègues hommes plutôt qu'à elles, alors que c'était elles les personnes compétentes. Plus inquiétant, plus de la moitié d'entre elles, 60%, ont déclaré, ont dit qu'elles avaient rencontré du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, dans ces milieux scientifiques et ces milieux de la tech. Ça, ce sont des chiffres qui sont assez glaçants, mais c'est aussi important de le rappeler parce que c'est aussi pour ça que les jeunes filles et les jeunes femmes n'ont pas confiance. Parfois, il y a de très bonnes raisons de ne pas avoir confiance, parce que le milieu scientifique, il peut être hostile, il peut être violent, et ça vaut le coup de le savoir pour être prête
à l'affronter, et puis pour avoir des mécanismes de défense, notamment collectifs, et j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a ce poids de notre histoire, il y a ces obstacles concrets qui font que c'est difficile pour une femme d'évoluer dans le milieu scientifique, et puis il y a bien sûr le quotidien et la culture contemporaine, donc pas tout ce qui était dans le passé, mais ce qui se passe aujourd'hui dans toute la culture scientifique, c'est-à-dire dans toutes les occasions que vous avez de rencontrer les sciences, alors dans des sorties, au musée, dans des expos, dans des lectures, dans l'audiovisuel. Si plus jeune, vous aviez Science et Vie Magazine ou Science et Vie Junior, si vous avez regardé C'est pas sorcier, si vous avez regardé des séries comme Grey's Anatomy, des séries de médecine, etc. Si vous avez petite eu un télescope, un microscope, des boîtes pour observer les insectes, des mécanos, si vous avez joué à des jeux vidéo, etc. Tout ça, c'est autant d'occasions pour vous de fréquenter les sciences dans vos loisirs. Et tout ça explique aussi pourquoi petit à petit, vous avez pu vous convaincre que c'était plus dur ou que c'était pas pour vous, ou que petit à petit, on perd chez les jeunes filles le goût des sciences. Parce que dans toute cette culture scientifique, on va avoir des représentations très masculines, mais aussi très élitistes, et en fait une place des femmes qui est problématique, déjà parce qu'il y a très peu de femmes, mais aussi parce que quand elles y sont souvent de façon très stéréotypée. Alors, j'ai quelques exemples de ça, dans les coffrets de jouets et dans Science et Vie Junior, justement. Science et Vie Junior, c'est un magazine qui a un lectorat principalement masculin et qui va probablement garder son lectorat principalement masculin parce que tout est fait dedans pour attirer les petits garçons. Donc par exemple, là, en une dizaine d'années, sur les couvertures, vous avez eu sur 172 couvertures 62 hommes ou garçons, 13 mixtes et seulement 6 femmes, dont la statue, la femme robot créée par le geek pour se marier avec elle, une jeune fille qui fait du surf, bon celle-là ça va, et puis une jeune femme blonde qui crie parce que les extraterrestres débarquent et qu'elle a peur. Ça vous donne une idée, parce que les couvertures reflètent aussi un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, et Science et Vie Junior n'est pas du tout le seul support de ces clichés-là sur les femmes dans la culture scientifique, c'est juste représentatif, mais ce qui est important, c'est que c'est la même dynamique partout, au musée scientifique, dans l'audiovisuel scientifique, dans les jeux. Là, vous avez une marque célèbre de jeux, donc vous allez dans jeux éducatifs, il y a garçon, il y a fille. Vous voyez, garçon, il a sa blouse de chimiste, et puis après, il va sur le télescope, et puis fille, alors elle a une bague. Il y a quand même un peu les sciences humaines qui sont là sous la forme du globe terrestre, mais après, sur la page, vous avez surtout les coffrets à bougies et colliers. Donc il y a une minoration des femmes dans la culture scientifique, mais aussi cette représentation stéréotypée, où on va ramener les femmes à des clichés comme l'apparence physique, la beauté, le shopping, la superficialité, et parfois même avoir des femmes carrément objets dans cette culture-là. La culture scientifique, c'est vraiment une culture au masculin, faite pour des garçons, et c'est en la fréquentant que les jeunes filles se rendent compte que finalement ça ne s'adresse pas à elles. Moi, ça fait partie des enquêtes que j'ai réalisées dans mon travail de recherche, essayer de comprendre les jeunes filles qui lisaient ces magazines, qui regardaient C'est pas sorcier, qui jouaient avec ces coffrets, quel message elles en retenaient, quel modèle elles y trouvaient. Et j'ai pu constater à quel point, en fréquentant les sciences comme ça, les jeunes filles se rendaient compte qu'elles ne s'adressaient pas à elles. Et finalement, alors qu'elles aimaient ces matières et ces contenus-là au début, elles finissaient par s'en détacher petit à petit parce qu'elles n'y trouvaient pas des choses qui leur ressemblaient, des personnes qui leur ressemblaient, et qui pouvaient les convaincre qu'elles avaient leur place dans ces disciplines-là. Pour conclure aujourd'hui, je voulais essayer d'ouvrir des pistes qui, j'espère, nous accompagneront dans la suite de cette journée pour lutter et pour agir pour davantage d'égalité en sciences. Il me semble vraiment important d'aller au-delà de cette question de la confiance pour se demander ce qui fait qu'on perd le goût, qu'on perd la confiance en soi quand on est une jeune fille au regard des sciences, et de bien savoir qu'il y a tous ces mécanismes d'exclusion qui expliquent ça. Pour aller de l'avant, bien évidemment, il faut admettre que pour changer la place des femmes en sciences, il va falloir changer la place des femmes dans toute la société. Et je pense que c'est important qu'on fasse cette journée aujourd'hui, le 8 mars, pour rappeler que les sciences, c'est juste un tout petit morceau du problème, et que ce sont les droits des femmes et la place des femmes dans toute la société qui doivent faire l'objet de nos efforts et de notre réflexion. Et puis, je voulais aussi dire que pour avancer dans l'égalité en sciences, il est fondamental d'avoir des actions collectives. Individuellement, on n'arrivera à rien. Individuellement, on pourra avoir des succès personnels et quelques personnes qui sortiront du lot et qui deviendront des femmes d'exception, mais c'est seulement par l'action collective et par la création de réseaux, de soutien,
qui vont impliquer des institutions, des écoles, des lycées, des universités, que finalement les choses pourront changer plus durablement et pour un plus grand nombre de personnes. Et donc c'est dans cette direction que je vous invite à aller aujourd'hui, du soutien, de la collaboration, de la sororité, et j'espère que vous trouverez tout cela avec nous les marraines. Merci beaucoup.